Alors, quand Khalid me dit ictère du grand enfant, sachant que je suis plutôt dans la gastro et la nutrition, j'ai pris ça comme un challenge. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas, nous sommes tous, toutes et tous pédiatres avant tout. Donc, allons-y. Je vous ai trouvé très, comment dirais-je, très introspecté dans les différents topos. Donc, je vais vous faire participer. Est-ce que vous êtes chaud à exactement midi 15? Je vous entends pas. Voilà, c'est une ambiance rock'n'roll, j'aime bien ça. Donc, on va commencer. Je vais vous donner que des situations cliniques qui m'ont posé problème. Je commence avec cet enfant de 12 ans qui est jaune, vous savez qu'ils sont plutôt jaune-orange, et qui a certes un ictère, mais qui n'a pas d'anomalie hépatique et qui, de plus, n'a pas d'anomalie au niveau de l'hémolyse. Donc un enfant qui va bien, qui est jaune, qui a ni hémolyse ni problème hépatique, vous pensez évidemment, il s'appelle Corentin, il aurait pu s'appeler très bien. Donc c'est 5 à 10% de la population. Vous savez quel est l'âge minimal où on fait ce diagnostic? C'est à l'âge de 3 semaines. Pourquoi? C'est quand les bébés vomissent et deviennent jaunes. Pourquoi dans la sténose du pylore il y a un ictère? C'est parce que ça met en évidence une maladie de Gilbert par le jeûne constant que sont ces enfants qui mangent et qui vomissent immédiatement. Pour ceux qui ne connaissaient pas la physiopathologie de l'ictère dans la sténose du pylore, vous voilà maintenant renseignés. Donc on est devant une situation avec un déficit enzymatique qui est partiel, puisqu'on n'est pas dans le syndrome de Crigler-Najjar, et jusque-là, tout va bien, sauf que vous savez que les parents sont maintenant des parents augmentés. Nous, on a du mal à être des médecins augmentés. Et la mère de Corentin me dit, OK, maladie de Gilbert, mais vous êtes sûr? J'ai dit, vous êtes sûr, me dit-elle. J'ai dit, ben, vous êtes sûr, vous, de ce que vous dites tout le temps? J'ai un mot qui dit chouïa, quand même. Et donc, elle me dit, je veux avoir la certitude. Je veux avoir la certitude. Donc, est-ce qu'on peut doser gène qui est déficitaire, je vous le rappelle, le l'UGT1A1? La réponse est oui, ça vous coûtera de 80 à 200 euros. Vous avez en 10 jours la réponse. Elle, effectivement, fait le dosage, elle investit, et elle me dit, mais vous pouvez pas diminuer un peu quelque chose pour qu'il soit un petit peu moins jaune? Je dis, moi, vous savez, au niveau de la maîtrise génétique de l'UGTA1, je suis moyen quand même. Et en fait, comme disait mon maître, tout est écrit, mais tout n'a pas été lu. Et en fait, effectivement, si on évite les légumes crucifères, de manière régulière, on peut gagner jusqu'à 5 micromoles de bilirubine quand on a une maladie de Gilbert. Évidemment, il n'y a aucun traitement qui est nécessaire. Vous savez que c'est plutôt les hommes. Vous savez les modalités d'apparition. Vous savez qu'il y a un risque de lithiase vésiculaire qui est légèrement augmenté. Vous savez que malheureusement, quand il y a des chimiothérapies qui sont prise en soin avec le besoin de sa glucuronoconjugaison, il faut savoir si l'enfant a, et donc l'adulte, a une maladie de Gilbert ou pas. Ce que je ne savais pas, mais j'ai travaillé avant de venir, c'est que quand on a une hyperbilirubinémie modérée, de manière statistiquement significative, avec des odds ratios de 1,8 à 2, ce qui est quand même intéressant, on diminue son risque d'athérosclérose et de cancer. Donc soyons jaunes. Voilà, c'est une ode au profil asiatique. Toujours est-il qu'il y a d'autres diagnostics d'ictère à bilirubine libre sans hémolyse. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête? On a vu tout à l'heure qu'il y avait la maladie d'Addison, éventuellement non, parce que on sait très bien que dans le déficit corticotrope, c'est des ictères cholestatiques et non pas des ictères à bilirubine libres.
C'est ce qu'on appelait le syndrome de Migeon autrefois, ce qui n'est pas le cas de l'hypothyroïdie. Donc j'ai vu, j'ai essayé de faire des allégations à chacun d'entre vous, et je me suis dit, mais pourquoi quand on est hypothyroïdien, on est ictérique mixte? Eh bien vous voyez, parce qu'il y a une diminution de cette activité, ce que je ne savais pas. Il y a aussi une diminution du flux biliaire et du transit intestinal, ça on le sait, et donc tout ceci génère une accumulation de bilirubine. Jusque-là, tout va bien, c'est assez facile. On arrive à une deuxième observation qui va pas trop aussi vous poser de problème, puisque ictère aigu, anémie avec 6 grammes d'hémoglobine chez quelqu'un qui a déjà fait une jaunisse quand il était petit, la question qu'on pose alors qu'il a 8 ans et qu'il est d'origine marocaine et qu'il y a eu quelque chose de festif la veille, est-ce qu'il a mangé des fèves? Bien sûr. Vous avez fait le diagnostic de favisme et comme vous le savez, sur un frottis, on peut avoir un diagnostic qui est très évocateur en recherchant les corps de Heinz. Bien sûr. Et donc, sur ce déficit en G6PD qui est très fréquent dans le pourtour méditerranéen, c'est plutôt les classes 2, comme vous le savez. On évite les médicaments. Ce qu'il faut véritablement savoir dans le déficit en G6PD, c'est qu'il ne faut pas mesurer l'activité pendant la crise hémolytique, puisqu'on a des faux négatifs, et qu'il faut donc refaire le dosage enzymatique 6 à 8 semaines après la normalisation du bilan. Donc tout ça, on le sait, c'est de toute façon pas mon domaine, des ictères à bilirubine libre. Toujours est-il que parfois, et je vous raconte cette histoire, 13 minutes, donc 2 minutes 30, avec un parent augmenté qui était là et qui me dit... docteur, j'ai pas bien compris là pourquoi mon enfant est jaune là, et je lui montre le déficit enzymatique qui était celui de son bébé. Il avait un déficit en pyruvate kinase, et à ce moment-là, il regarde sa femme, il me regarde, il regarde son bébé, il regarde sa femme, il me regarde, il regarde son bébé, il dit vous voulez dire que moi aussi je peux atteindre? Je lui dis non. Il dit moi aussi je peux être atteint? Je lui dis non, mais c'est quelque chose qui est récessif, et donc avec le beau mariage que vous avez fait un bébé qui a ce petit déficit. Et il regarde, il dit non, c'est pas ça que je vous demande, docteur. Là, lui, il a un déficit, ça veut dire que moi aussi je peux avoir le déficit. Je dis non, je veux savoir, docteur, est-ce que lui, s'il a la pyruvate qui est naze, la mienne aussi, elle peut être naze? J'ai pris une longue respiration et je me suis dit, après tout, il faut savoir faire des efforts de prononciation. Alors, c'est vrai que jusque-là, tout va bien. Adolescente de 12 ans, fatigue ictère, urine foncée, hépatosplénomégalie, angine avec adénopathie, pas d'antécédents connus. La question que vous vous posez, c'est un ado, il a l'angine, je vous aide, un petit peu pseudomembraneuse, il a de la fièvre, il a un subictère. Évidemment, vous pensez à la mononucléose infectieuse, bien sûr, avec l'ictère mix, pas de problème. Alors là, je vous attends parce que là, moi, j'ai séché dur. Adolescente de 14 ans, fatigue, ictère, urine foncée. La mère me dit, sans que je lui demande, elle me dit, on dirait du Porto. Bon, depuis 5 jours, il a mal, il n'y a pas de fièvre, il a un ictère franc, une hépatomégalie modérée, il n'est pas du tout infecté, et donc il a à la fois une hépatite, comme vous le voyez, aiguë, avec une note TPABC d'insuffisance hépatocellulaire, et il a une hémolyse qui est vraiment ciblée sur l'anémie. Tout le reste des lignées sanguines n'est pas atteint. Donc on est devant l'association ictère hémolyse à Coombs négatif plus atteinte hépatique. Je vous attends. Avec des plaquettes normales, un bilan normal, je n'accepte pas. Donc ça, c'est important. Pourquoi je vous parle de ça, qui est une maladie rare? Bravo pour ceux qui ont fait le diagnostic, bien sûr. C'est parce que il peut y avoir une hémolyse dans la maladie de Wilson qui est due à une toxicité oxydative du cuivre circulant sur les globules rouges. Et la maladie de Wilson, il y a des nouveautés. Parce que tout le monde ici fait céruloplasmine, cuprurie, cuprémie, n'est-ce pas? Voilà, eh bien je vous annonce que maintenant on fait le diagnostic grâce au dosage du REC. D'accord? REC, c'est
le cuivre échangeable relatif, d'accord, avec le dosage du REC qui est disponible dans tous les laboratoires français, eh bien, vous avez le diagnostic qui s'effectue très rapidement. Pourquoi je vous parle de Wilson? C'est parce que nous avons maintenant, alors que j'ai appris la dépénicillamine, des molécules, donc avec le Cuvrior, j'ai aucun lien d'intérêt, qui est particulièrement efficace et avec des perspectives de thérapie génique. Autrement dit, il m'a paru intéressant que nous parlions de cette maladie, qui est une maladie rare. Il y a à peu près 200-250 enfants et adultes en France, puisque vous savez que c'est une maladie aussi de l'adulte avec les problèmes neuropsychiatriques, bien sûr, par la suite. Et puis, comme je sais que vous êtes bons et qu'il reste 9 minutes, alors on y va, adolescent de 14 ans, hépatite aiguë, franchement, une petite note d'insuffisance hépatocellulaire, il a l'ictère, le bilan rénal normal, parce que je me suis dit, Moss, il va nous dire, je suis encore. Test de Coombs positif, sérologie virale négative, une hépatite auto-immune, ça me plaît, mais avec... Les plaquettes sont basses quand même. Et il a une anémie quand même. Ça aurait pu, mais il n'y avait pas de médicaments là. Lupus, c'est une bonne idée, mais les anticorps étaient pas présents. Qu'est-ce qui peut s'associer à une hépatite auto-immune, en particulier l'hépatite auto-immune de type 2 ? Le syndrome d'Evans, bien joué. Donc, vous avez à la fois cette anémie thrombopénie auto-immune associée à l'auto-immune de type 2 et vous dosez le LKM1. C'est bien, je sens le grand potentiel qui ne sommeille pas en vous, mais qui est complètement extériorisé avec ces ictères, donc mixtes, en plus des ictères à bilirubine libre. Et puis, je parle des nouveautés, même si nous n'en verrons que peu dans notre carrière. C'est cet enfant que j'ai vu pour suspicion d'allergie aux protéines de lait de vache. Il se grattait comme un fou. Il était là avec un bilan qui n'était pas très très inquiétant. On lui a essayé tous les traitements de la terre. Rien n'y a fait. Et donc on se pose quand même la question d'avoir un élément qui soit un élément hépatologique. Et donc, vous savez que dans ces situations-là, quel est le dosage qui peut au mieux stigmatiser la cause cholestatique d'un prurite? C'est le dosage des acides biliaires, bravo. Et les acides biliaires ici étaient augmentés. Et moi, j'ai appris, et peut-être certains d'entre vous, qu'il y avait ce qu'on appelait les syndromes ou la maladie de Biller. D'accord? Ils faisaient de la bile, c'était biliaire, ça allait bien en fait. D'accord? Et on savait que quand on avait des gamma-GT normales, eh bien c'était soit un déficit de synthèse des acides biliaires, soit on était avec des maladies biliaires. Après on a dit il y a non plus la maladie mais plusieurs syndromes. Maintenant, comme vous le savez, on parle de cholestase intrahépatique familiale. Ma question est simple. Vous connaissez les PFIC de type 1, voire de type 2. À votre avis, on a combien? C'est bien, il y en a 13. D'accord? Il y en a 13 avec 6 d'entre elles à gamma-GT normal, d'autres à gamma-GT élevé. Autrement dit, on est dans quelque chose de syndromique. Et quand on a une cholestase intrahépatique familiale, il faut aller très directement vers la génétique. Pourquoi je vous parle de cette pathologie et pourquoi je parle de ces éléments de prurite? C'est parce que nous disposons, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, d'une molécule très efficace contre les prurites sur les syndromes d'Alagille et sur les PFIC. Vous le saviez, vous étiez encore peut-être au Gardénal, à la sertraline ou à quelque chose comme ça. Comment s'appellent les nouvelles molécules qui font en sorte que ces enfants-là ne se grattent plus? C'est les inhibiteurs d'IBAT, c'est-à-dire que vous avez une inhibition de la réabsorption de ces sels biliaires qui ne rentrent plus dans le sang et qui ne font plus gratter. C'est une révolution, ce dont je vous parle. D'accord ? Et donc, il faut que vous les connaissiez. On continue avec Fanny. Fanny,
elle a eu 7 en maths, elle est fatiguée, elle a un ictère, on a dit c'est sûr, elle a fait l'hépatite virale, tout est négatif, et on se dit, mais tout est négatif, et on se dit, bon, on se pose les questions, maladie auto-immune, machin, on s'est dit, puis elle a quand même, est-ce que l'intensité de la cytolyse est proportionnelle à la gravité de la cause? Non, ça on le sait, hein, on peut avoir des cytolyses importantes avec des maladies qui sont résolutives. Ce qu'il faut absolument savoir chez l'adolescent qui fait une hépatite, bien sûr, c'est pas tellement les champignons, c'est avant tout, est-ce qu'il n'y a pas pris de paracétamol? Et là, cet enfant avait une petite difficulté scolaire parce que, effectivement, Gaspard avait dansé toute la soirée avec Thaïs et ça lui avait vraiment miné le moral et du coup, elle avait pris 15 grammes de paracétamol. Donc, quand vous avez un ictère, bilirubine libre ou bilirubine conjuguée, vous avez la possibilité de faire des diagnostics. Et là, on rentre dans un autre élément qui est plus de mon domaine, qui est les situations où l'enfant a un ictère sur une myquiconue, souvent de type colite, type rectocolite hémorragique. Et dans la rectocolite hémorragique, est-ce qu'il peut y avoir une atteinte cholestatique? Oui, par une association avec quoi? Une cholangite sclérosante? Une hépatite auto-immune? Eh bien, c'est intéressant de savoir que vous pouvez avoir les deux, soit des colites hémorragiques avec une cholangite sclérosante, soit colite hémorragique avec hépatite auto-immune, soit un peu des deux, on appelle ça l'overlap syndrome. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous ne pouvez pas ignorer le fait que ces enfants-là ont des colites qui souvent est peu symptomatiques et qu'on peut arriver à traiter assez facilement avec même parfois uniquement de la mésalazine et de l'azatioprine ou des biothérapies de faible niveau. Mais par contre, vous devez les surveiller. Pourquoi? Parce que ces enfants sont à haut risque de cancer, cholangiocarcinome, cancer colorectal, avec d'autres éléments tels que le carcinome vésiculaire. Autrement dit, attention à ces enfants-là. Et pour rester dans le temps, puisque messieurs les modérateurs sont intransigeants, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez que dans l'ictère du grand enfant, hein, j'ai vraiment été très focus, hein, je ne vous ai pas parlé de l'atrésie des voies biliaires. Eh bien, vous voyez qu'il y a les ictères pré-hépatiques, vous avez les ictères hépatiques, vous avez les ictères post-hépatiques, et évidemment, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a une situation qui ne correspond à rien de tout ça, qui m'a posé problème, avec ce bout de chou qui était âgé de 4 mois, syndrome inflammatoire, CRP, cytolyse modérée, bilirubine augmentée, gamma-GT phosphatase-alcaline augmentée, bonne leucocytose, et vous le voyez là. Et là, qu'est-ce que vous voyez comme diagnostic? Qu'il a l'oreille décollée. Il est décollé par quoi? Par une parotidite à cet âge-là, on voit en fait, on sentait le sillon, une grosse adénopathie chez un enfant qui a de la fièvre avec un gros syndrome inflammatoire. On s'est dit oui, il était jaune et l'interne me dit: tu m'as appris que l'ictère fébrile, c'est une cholangite, une angiocolite. Je dis, il me dit une angiocolite, on va lui faire une échographie. Je lui dis c'est une bonne idée et on va voir l'épaississement de la vésicule biliaire qui va signer l'angiocolite. Et je dis, on fait. Et là, on a une grosse vésicule biliaire sans lithiase, mais à parois fines. On appelle ça comment? Un hydrocholécyste. Quel est votre diagnostic? Syndrome de Kawasaki, effectivement, qui ne correspondait à aucun des éléments que nous avions vus et qui peut donner à la fois une diarrhée inflammatoire ou une cholestase. Et donc, sur l'ictère du gros enfant, vous avez un pas à pas qui a été fait, qui est à mon avis un peu trop complexe pour ce que c'est.
Je vous propose de dire que quand il y a une bilirubine conjuguée supérieure à 20%, c'est toujours pathologique. Il faut toujours mesurer la bilirubine conjuguée et libre. En dessous de 60 jours, c'est l'atrésie des voies biliaires. Attention au Wilson fulminant. Attention à l'hépatite fulminante, même sur une hépatite A, bien sûr. Si l'enfant a une note d'insuffisance hépatocellulaire au-dessus de 5 ans, la maladie de Wilson doit être recherchée avec le dosage du REC. Bien joué. Et la maladie de Gilbert, elle est bénigne. Évidemment, on ne dose pas l'enzyme comme cela a été demandé par les parents. Il reste 0 secondes. J'ai terminé à temps. Je vous remercie.